Est-ce qu'il est possible d'afficher la slide suivante? Alors, Maxence, tu vas peut-être te présenter. Oui, Isabelle. Merci Isabelle, merci Béatrice. Bonsoir à tous, merci d'être présents à cet événement sur la lutte anti-blanchiment au Luxembourg. Pour information, nous formons un certain nombre de banques et d'assurances sur les aspects LCBFT depuis maintenant plus de 5 ans. Nous avons une excellente connaissance du tissu réglementaire luxembourgeois et des attentes des banques et des assurances au Luxembourg. Donc, je m'appelle Maxence Duhaillon, je suis associé à AVGES Formation. L'AVGES, en quelques mots, au Luxembourg, c'est une structure présente depuis 2015. Nous travaillons avec plus de 25 comptes actifs, banques, assurances, également régulateurs. Nous intervenons sur les grands thèmes européens. Alors, on va retrouver des demandes en lien avec DORA, toute la partie ESG, la partie baloise, les aspects risque management, culture du contrôle et IFRS. Et les thèmes plus spécifiques au Luxembourg, adaptés au contexte réglementaire luxembourgeois, que ce soit la partie AML, LCBFT, que ce soit la partie IDD ou également les différentes circulaires CSSF et puis CA. Nos différents formateurs sont français et luxembourgeois, avec une excellente connaissance du champ réglementaire luxembourgeois, et nous sommes en capacité d'intervenir à la fois en inter-entreprise, avec une gamme inter-entreprise dispensée au Luxembourg, mais également en intra-entreprise dans vos locaux, chez vous, pour vos différents départements. Et également, nous pouvons réaliser des e-learning pour vous accompagner en distanciel. Et évidemment, toute la partie classe virtuelle. Donc, si vous avez des questions sur la partie formation, notre offre, comment vous pouvez nous accompagner, vous avez mes coordonnées au sein des slides qui vous seront diffusés. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Je laisse la place à nos intervenants. Merci beaucoup Maxence. Alors du coup, on va pouvoir démarrer dans le vif du sujet. On va commencer par une rapide présentation donc, de nos différents experts aujourd'hui. Alors, je me présente déjà en premier lieu. Donc, Béatrice Michel, je serai donc la modératrice de ce jour, puisque nos experts, si on ne les modère pas, je pense qu'ils pourraient parler pendant toute la soirée sur nos sujets. Donc, je vais me permettre de parfois les limiter dans leur expression, voilà, pour qu'on puisse respecter le timing qu'a évoqué bien évidemment Isabelle. Donc, Béatrice Beaumichel, je suis associée présidente de l'AVGES et plus spécifiquement en charge d'un point de vue expertise de toutes les thématiques audit, risque, gouvernance, contrôle, dont ces beaux sujets de compliance, dont ces sujets de LCBFT. Je vais laisser la parole à Georges pour qu'il puisse se présenter également. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Georges Voloshin. Je suis expert en matière de sanctions internationales, entre autres. Je travaille à la CAMS, c'est mon travail principal. Et là, j'interviens à titre personnel, mais bon, c'est toujours un plaisir de travailler avec les intervenants d'aujourd'hui, de ce soir, Mustapha, avec qui on travaille beaucoup, puis Fabrice, avec qui on s'est rencontrés il y a quelques temps. Donc, c'est la première occasion d'une collaboration conjointe. Donc, j'espère qu'on aura une discussion assez intéressante ce soir. Merci Georges et merci de votre disponibilité. Je vais laisser Fabrice se présenter, Fabrice Migraine. Oui, merci Béatrice. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à mes co-intervenants. Je suis Head of Compliance au sein de Allianz Life à Luxembourg. Je suis actif dans le secteur de l'assurance vie luxembourgeoise depuis plus de 20 ans, dont 15 ans dans des fonctions compliance au sein de différents groupes tels que BNP Paribas, Swiss Life ou Foyer. Et en plus de mes fonctions compliance, j'ai pu acquérir une petite expérience fort utile, surtout dans ce domaine en risk management, contrôle interne et audit. Et mon périmètre est bien sûr la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les sanctions
financière, économique et internationale, lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude. Voilà des domaines qui sont relativement liés. Merci beaucoup, Fabrice. Tu seras un petit peu notre voix luxembourgeoise ce soir. Voilà. Tu apporteras notamment toute cette spécificité de la place luxembourgeoise. Et enfin, Mustapha Bouzizoa. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un plaisir déjà d'intervenir dans ce webinaire aux côtés de Fabrice et puis de mon cher ami Georges pour parler d'un sujet aussi passionnant, même si la passion est totalement subjective, qu'est la LCBFT. Donc formateur à l'AFGES, anciennement responsable conformité, donc Head of Compliance pour HSBC, pour l'Europe continentale, en gestion des politiques de lutte contre la criminalité financière, en l'occurrence LCBFT, sanctions internationales et lutte contre la corruption, et également correspondant pour nos chères autorités de supervision, donc en France, la CPR, qui nous appréciait beaucoup, et donc formateur et désormais depuis un an, également à mon propre compte pour des sujets d'accompagnement et de conseil pour ces mêmes thématiques. Merci beaucoup, Mustapha. Donc, les objectifs de ce live, ils sont assez vastes, hein, ceci dit, mais notamment de mieux appréhender ce qui fait la spécificité du dispositif au Luxembourg, même si, comme vous le savez les uns les autres, il y a quand même une volonté d'harmonisation au niveau européen et on l'abordera un petit peu plus en détail avec nos 3 experts. Alors, le principe de ce live, c'est pas de slides, mais des échanges, des thématiques pour bénéficier vraiment du retour d'expérience des uns et des autres, avec néanmoins un cas pratique que nous présentera Georges. On profitera comme ça de ses connaissances pointues pour illustrer au travers de cas pratiques tous ces enjeux relatifs notamment aux sanctions internationales. Alors, si on va démarrer donc pour prendre le plus d'informations possible dans cette heure par rapport à vos connaissances. Alors, on va démarrer par la première thématique, si on commence à rentrer progressivement dans les enjeux de la place luxembourgeoise. Le GAFI est venu gentiment rendre visite au Luxembourg. Il a fait un rapport et du coup, avant qu'on rentre dans un peu encore plus de spécifiques, est-ce que, Fabrice, tu pourrais nous donner un petit peu les principaux enseignements du GAFI? J'ai cru comprendre que ces résultats étaient plutôt positifs, mais si on devait retenir 2 ou 3 composantes de ce rapport, quelles seraient Oui, alors très bonne entrée en matière que de partir sur un rapport d'évaluation du GAFI qui nous donne une vue d'ensemble sur la situation de la place financière luxembourgeoise. C'était la 4e mission d'évaluation du GAFI. La dernière datait d'un temps très ancien par rapport à la réglementation actuelle qui était 2010. La visite sur place a eu lieu en 2022 après des reports liés à la pandémie de Covid-19 et la période d'observation du GAFI portait sur les années allant de 2017 à 2022. Et comme vous le savez, les évaluations du GAFI portent sur 2 volets. La conformité technique qui évalue le cadre, les lois et règlements se basant sur les 40 recommandations du GAFI et l'efficacité qui vise à évaluer si les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont opérationnels et dans quelle mesure le pays a atteint ou est en voie d'atteindre les résultats attendus. Et donc l'évaluation portait sur ce 2e volet de l'efficacité. Le rapport a été publié en septembre 2023 et il souligne effectivement les progrès significatifs réalisés depuis la dernière évaluation, mais aussi des axes d'amélioration. Alors, ce qu'on peut retenir au niveau des points positifs du rapport, si je puis dire, en tous les cas, les progrès significatifs qui ont été relevés, eh bien, c'est une conformité technique élevée, puisque sur les différentes recommandations du GAFI, le rapport relève que 28 recommandations sont conformes et 11 largement conformes. Le cadre légal a été jugé solide, robuste,
et alignée sur les standards internationaux du GAFI. Un autre élément important, c'est la bonne compréhension des risques. Le rapport du GAFI estime que les autorités et les professionnels ont bien identifié et bien compris les risques de blanchiment, notamment ceux qui sont liés à la criminalité fiscale et aux structures complexes, ce que l'on peut rencontrer parmi nos clients à Luxembourg. Un autre point positif est l'aspect coopération nationale et internationale, que ce soit entre les autorités donc nationales, CSSF, Commissariat aux assurances, CRF, police judiciaire, parquet. Le partage d'informations entre les autorités est jugé rapide et pertinent. Et un point d'attention positif est le rôle de la cellule de renseignement financier qui est reconnue pour sa capacité à traiter des informations complexes et à collaborer efficacement au niveau international. Et puis enfin, un point positif qui est la supervision basée sur les risques. Le rapport souligne que les régulateurs, notamment CSSF et CAA, adaptent leur surveillance continue selon un profil de risque qui est établi au niveau des entités qui sont dans leur périmètre de surveillance et qu'elles effectuent un examen approfondi des demandes d'agrément et une évaluation des profils de risque avant l'entrée sur le marché d'un nouvel acteur. Alors, qui dit point positif, dit point bien sûr d'amélioration. Un premier point d'amélioration souligné par le rapport concerne le nombre d'enquêtes et de poursuites pénales qui est jugé comme étant limité par rapport à l'exposition de Luxembourg aux flux financiers à risque, et notamment les flux transfrontaliers. Et donc, le rapport recommande d'intensifier les efforts judiciaires pour traduire les infractions en condamnation. Un deuxième point d'amélioration qui est relevé concerne la récupération ou le gel, si je peux dire, des avoirs criminels. Donc, les mécanismes de saisie et de confiscation des biens issus d'activités criminelles ont été jugés par le rapport du GAFI comme étant sous-utilisés. Un autre point, mais c'est un point que l'on retrouve dans d'autres évaluations, je pense à la France ou à la Belgique, c'est une supervision qui doit être accrue pour les secteurs non financiers. Donc le rapport nous dit que le secteur financier comprend bien ces risques, les a bien identifiés, mais que certains secteurs comme les professions juridiques et les agents immobiliers eh bien, doivent s'améliorer en matière d'identification, de compréhension et de gestion de leurs risques. Et même s'il est souligné que le Luxembourg coopère au niveau international, le rapport souligne quand même que, en tous les cas, encourage une approche plus proactive dans les enquêtes transfrontalières. Donc, c'est l'aspect plutôt proactif qui est souligné dans ce rapport avec un partage d'informations. Et puis, dans les points d'amélioration, plus spécifiquement sur la lutte contre le financement du terrorisme, le rapport souligne que de nombreux professionnels se concentrent principalement sur le blanchiment de capitaux et sans doute un peu moins au niveau du financement du terrorisme, ce qui suppose que les professionnels doivent adapter leurs procédures de vigilance client pour inclure plus explicitement, plus en détail les risques de financement du terrorisme lors de l'entrée en relation ou de transactions inhabituelles. Toujours sur cette matière de financement du terrorisme, un point relevé concerne les organisations à but non lucratif qui sont, tout le monde le sait, plutôt vulnérables à une utilisation abusive à des fins de financement du terrorisme. Et le rapport souligne qu'une supervision ciblée fondée sur les risques doit être mise en œuvre pour ce type d'organisation à but non lucratif. Un autre élément est celui de l'analyse des risques de financement du terrorisme
au niveau national, donc à l'échelle luxembourgeoise. Et le rapport souligne que l'évaluation nationale des risques est jugée trop générale et manque de granularité sur certains vecteurs de risque, comme les flux transfrontaliers. Donc, il est recommandé de mettre à jour l'analyse avec des données plus précises et des scénarios concrets. Et ce que l'on verra, puisqu'on abordera encore ce sujet, c'est finalement la distinction entre l'évaluation nationale des risques liés au blanchiment de capitaux et une évaluation séparée, évaluation nationale des risques bien distincte liée au financement du terrorisme. Et enfin, un dernier point sur ce sujet, c'est encore le renforcement de la coopération internationale, plus spécifiquement par rapport aux risques liés au financement du terrorisme. Et le Luxembourg devra transmettre au GAFI un rapport de progrès dans les 3 ans qui suivent l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle, donc incessamment sous peu. Merci beaucoup, Fabrice. C'est une très, très bonne entrée en matière que de parler du GAFI par rapport justement aux thématiques qu'on va creuser un petit peu plus pendant cette session, puisqu'on va notamment, tu as employé 2 fois à minimum le mot transfrontalier. Et ça nous fera une très, très bonne transition avec les évolutions réglementaires au niveau européen qui ont notamment pour objectif de limiter les arbitrages transfrontaliers et puis la thématique du financement du terrorisme qu'on abordera dans un deuxième temps. Donc, je vais laisser Mustapha nous parler du paquet qu'il préfère, c'est le paquet européen en matière de sécurité et nous donner surtout vraiment qu'est-ce qu'il faut retenir quelque part de ce paquet européen. Donc, tu auras le challenge de nous présenter tout ceci en 5 minutes, sachant que ça représente plus de quelques centaines de pages de contenu. À toi, Mustapha. Ça va être une mise en bouche, hein, ça ne va pas être le plat en entier. Voilà, les éléments clés. Pour attiser la curiosité de notre auditoire, même si le paquet que je préfère avant tout, c'est celui qui a sous le sapin en décembre, on va quand même apprécier celui-ci. Et on va essayer d'être assez synthétique sur le sujet. Donc, il est de secret pour personne que le dispositif LCBFT européen connaît des évolutions qui sont significatives. Hein. Jusqu'à présent, on passait par des logiques de directives qui étaient transposables en droit local. On a vu que ça ne fonctionnait pas forcément bien, que ce soit à travers des scandales qui ont fait un peu la une des journaux au sein de l'Union européenne. On pense tous au scandale de la Danske Bank et puis la filiale estonienne de cette banque danoise qui était censée retranscrire les exigences des directives européennes en droit national, que ce soit côté Danemark ou que ce soit du côté estonien, qui a quand même abouti à un blanchiment de 220 milliards de dollars via cette filiale estonienne. Et puis on a aussi aujourd'hui certains pays, même si la liste se raccourcit, de pays au sein de l'Union européenne qui m'étaient listés ou qui sont toujours listés par le GAFI, ce qui démontre bien que certains ne sont pas forcément bons élèves malgré des directives européennes. Donc, ce qu'on a choisi de faire au niveau européen, le draft a été communiqué en juillet 2021, a été publié au journal officiel l'été de l'année dernière. C'est de passer par une logique de règlement, comme tu le disais, Béatrice, un règlement qui serait d'application directe, sans marge de manœuvre de la part des États. Et on mettra au-dessus de ce règlement une super autorité européenne qui n'a pas vocation, contrairement à ce qu'on peut penser, à remplacer les superviseurs nationaux, mais plutôt à compléter leur supervision et puis également à superviser elle-même directement certains établissements dans un nombre limité. Alors, si on part déjà au niveau du rôle de l'AMLA, il y a un rôle de coordination au niveau des différentes autorités nationales. Cette super autorité qui a pris son siège à Francfort, bien que c'est un peu comme au football, on perd toujours en France en finale contre l'Allemagne. On a perdu contre l'Allemagne, le siège est à Francfort et pas à Paris, bien qu'on ait, j'allais dire, fourni un combat assez fort et assez rude pour pouvoir accueillir son siège. Bref, le siège est en Allemagne. Cette nouvelle autorité aura vocation à superviser 40 groupes. Alors, c'est important de garder la notion de groupe en tête, puisque comment est-ce que cette répartition va se faire? On aura 2 à 3 établissements par pays qui seront sous supervision directe de l'AMLA. Ça ne veut pas dire
que les autres ne le seront pas forcément. Je vais vous donner un exemple. Moi, c'est un exemple que je prends assez souvent. Imaginons que la Société Générale soit sous supervision de l'AMLA en France. Toutes ses filiales et toutes ses succursales au sein de l'Union européenne sont sous supervision également de l'AMLA. Donc ça veut dire aussi toutes les entités qu'il peut y avoir au Luxembourg pourraient être sous supervision par ramification de l'AMLA s'il s'agit d'un établissement français qui aurait des filiales à Luxembourg. Deuxième rôle impactant, puisque j'ai 5 minutes, on va accélérer un peu le pas, de cette AMLA, c'est que cette AMLA a aussi vocation à publier ce qu'on appelle des RTS et des ITS, donc des lignes directrices, si on veut. Hein, c'est plus que des lignes directrices, puisqu'elles ont force de réglementation, et on en anticipe une vingtaine pour l'environnement financier. Donc, il y en aura sur les PPE, il y en aura sur les déclarations de soupçons, il y en aura sur les pays tiers à haut risque, donc tout un tas de documents qu'il va falloir revoir et surtout faire des analyses pour s'assurer que notre dispositif, que ce soit à Luxembourg, que ce soit en France ou que ce soit au niveau de l'Union européenne, soit conforme aux attentes qui sont retranscrites dans ces RTS. Ces RTS servent à quoi? Ces RTS servent à interpréter certaines dispositions du règlement LCBFT. Et ce règlement, bien qu'à Luxembourg ou en France, on ait des réglementations qui soient quand même assez développées, assez conservatrices, surtout à Luxembourg, sur les 3-4 dernières années, la réglementation a fortement changé, donc on est devenu parfois plus royaliste que le roi par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Cela étant, il y a quand même des impacts qu'on peut identifier. Alors, les impacts qu'on identifie en règle générale au sein de ce paquet, de ce règlement LCBFT, et puis Fabrice pourra compléter avec son expertise purement luxembourgeoise, c'est notamment certaines dispositions en matière de connaissances clients, en matière de KYC. Donc, on y aura plus d'informations à demander au niveau de nos clients en matière d'identification. Un exemple qui n'est pas forcément à retranscrire côté luxembourgeois. Jusqu'à présent, pour nos clients personnes physiques ou pour les bénéficiaires effectifs, on recueillait nom, prénom, date et lieu de naissance. Pas forcément l'obligation de recueillir une pièce d'identité pour les bénéficiaires effectifs, contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas en droit français. Désormais, ça sera le nom, prénom, date, lieu de naissance, nationalité, adresse, plus le recueil éventuel d'une pièce d'identité. Il y a également un renforcement et un élargissement de la définition des personnes politiquement exposées pour y ajouter tous les élus locaux, régionaux, départementaux, donc les maires, les préfets, etc., feront l'objet de cet élargissement de cette définition lorsque la ville comptera plus de 50 000 habitants. Donc ça élargira les personnes politiquement exposées qu'on aura dans nos livres et donc par ramification et par exposition, toute la partie mesures de vigilance complémentaires et renforcée. Il y a également un gros sujet, et je pense que Fabrice, tu pourras le compléter, hein, parce que tu as une connaissance beaucoup plus pointue là-dessus. Ce qui a beaucoup fait couler d'encre au sein de la place, quelle qu'elle soit, hein, au sein de l'Union européenne, c'était une disposition, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, c'est l'article 21 du règlement LCBFT, c'est maintenant la fixation de revues périodiques claires, strictes, au niveau de nos relations d'affaires. C'est-à-dire les clients à risque élevé, obligation de les revoir tous les ans, et tout le reste, donc médium, low risk, on ne pourra pas les revoir au-delà de 5 ans. Pour les établissements qui ont un gros volet, un gros volume de clients à risque faible, un risque low risk, hein, ça va avancer la revue périodique, ce qui n'est pas anecdotique puisque ça, on sait ce que ça coûte en termes de temps et en termes de moyens d'effectuer une revue périodique. Donc, il y a énormément d'impacts qu'on peut identifier. Donc, j'ai 5 minutes, je sais que je n'ai pas envie de me faire tirer mes oreilles qui sont assez grandes comme ça. Donc, je vais essayer d'abréger, mais il y a naturellement d'autres impacts qu'on pourrait partager avec vous en parallèle. Ce qui est important de garder en tête, c'est plutôt l'approche maintenant qu'il va falloir suivre et qu'on est déjà censé suivre, c'est-à-dire cette analyse d'impact entre le règlement, les RTS qui commencent à arriver petit à petit. On a déjà un premier RTS sur le Customer Due Diligence en draft qui a été publié par le BA, puisque c'est le BA pour le moment qui prenait le lead en lieu et place de l'AMLA. Et il est important de voir ce qui change dans votre dispositif, ce qui change au niveau de votre politique, de vos process, de vos systèmes, pour préparer au mieux ces changements qui arrivent à horizon 2027. Hein, c'est à partir du 15 juillet 2027 que tout doit entrer en application. 2027, c'est demain. Il y a déjà une année qui est passée depuis la parution au journal officiel. Donc ça passe très vite, surtout en matière budgétaire, puisque tout ça va coûter un peu cher. J'ai été synthétique, je sais que j'ai fait 7 minutes et pas 5, mais je m'attends naturellement à des questions, des challenges. Tu as été super vite, mais je vais abuser quand même, tant qu'à faire, on n'est plus à 1 minute près. Du coup, la question, c'est… Alors, juste une petite question, c'est de savoir, est-ce que c'est normal que la slide soit restée bloquée sur les thématiques? Oui, c'est normal, en fait, parce que comme on profite d'avoir des échanges, on a
fait le parti pris de ne pas donner le contenu détaillé sur des slides complémentaires. Donc là, c'est vraiment du live, c'est-à-dire que voilà, Mustapha exprime vraiment ce qu'il souhaite présenter, on va dire, au moment venu, quelque part. Mais du coup, si je me permets… Ah mince, je crois que ça a bloqué, je ne sais pas si ça vient de moi. Je pense qu'on a perdu Béatrice. Ah, je pense que la question était tellement touchy que le système n'a pas voulu la laisser passer. Alors, je regarde éventuellement si c'était une question qu'il y avait dans le chat. Je pense que, Ah. en fait, c'est peut-être une question. Non, c'est Isabelle là. C'est bon, Béatrice? On se retrouve? Absolument. Donc, la question, Mustapha, c'est est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette RTS? Est-ce que ça va vraiment changer la face de nos politiques? Oui, ces RTS sont très importants à prendre en considération puisque jusqu'à présent, ce qu'on a pu lire, parfois voir, on s'arrêtait vraiment essentiellement sur le règlement LCBFT, qui est déjà se suffit un peu à lui-même quand on voit qu'il fait quasiment 200 pages, si je ne dis pas de bêtises. Pourtant, dans ces RTS, dans ce règlement, quand on lit les articles, très souvent, vous avez, on va dire une trentaine de fois, des références à des guidelines, à des RTS, à des ITS qui sont en cours, enfin qui vont être publiés par l'AMLA en disposition de son rôle aussi de superviseur. Et ces RTS viennent interpréter certaines dispositions du règlement qui ne sont aujourd'hui pas forcément claires sur les personnes politiquement exposées, sur la partie KYC, sur la partie déclarative, sur la partie externalisation, sur la partie gestion des pays tiers au risque. Donc ces RTS, ce seront plus que des lignes directrices. On a l'impression que la manière dont on les interprète, on les compare à des lignes directrices qui sont uniquement interprétatives et qui n'ont pas force de loi. Vous voyez, quand tu prends les lignes directrices de la CPR, le premier paragraphe, ces lignes directrices ne sont pas contraignantes. Les RTS le sont. Dans la hiérarchie des normes, un RTS, c'est à considérer comme une ramification, un découlement de la réglementation, du règlement. Donc il va falloir les mettre en place. Et ces RTS, il va falloir avoir une veille dessus. Quand il y a des consultations ouvertes, que ce soit lorsqu'il y a des projets qui sont communiqués, j'encourage fortement à lire les projets et voire même à les commenter. Parce qu'il y a des consultations ouvertes, un peu comme l'EBA le fait lorsqu'elle fait des consultations sur ces guidelines, on le fait aussi dans les RTS sur le règlement et les ITS sur le règlement LCBFT. Donc il y aura des impacts. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le règlement il ne se suffit pas à lui-même d'un point de vue opérationnel. Il y a des choses qu'il faut mettre en place tout de suite, mais il y a des choses qui méritent des clarifications, de l'interprétation. Et cette interprétation, elle va venir progressivement avec les RTS et les ITS que l'AMLA a vocation à publier pour venir rendre plus claires certaines dispositions réglementaires. Et on en attend une vingtaine qui seraient potentiellement impactantes pour le secteur financier. Ok, merci beaucoup, Mustapha. On aurait aimé que tu nous donnes un petit teasing, un petit avant-première d'une RTS, voilà, pour pouvoir anticiper quelques contrôles supplémentaires peut-être dans nos dispositifs. Alors, du coup, je vais me tourner maintenant vers Fabrice parce que du coup, en France, comme toujours, on pense qu'en fait, le règlement ne va pas beaucoup nous impacter parce que nous étions déjà avec des excellents dispositifs, ou en tout cas, on espère que ça va nous impacter à minima. Qu'en est-il sur le Luxembourg, sur la place luxembourgeoise? Quels sont les points qui seraient sans doute les points le plus d'attention par rapport à ces évolutions réglementaires? Oui, Mustapha a amorcé certains sujets. Si on s'en tient stricto sensu au règlement tel quel, dans sa volonté d'harmonisation des règles anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme à l'échelle européenne, on ne devrait pas s'attendre à des changements fondamentaux dans le cadre luxembourgeois qui est déjà reconnu pour son niveau élevé de conformité et de vigilance réglementaire. Là où la différence pourrait naître vient effectivement de ces RTS dont on attend, non pas avec impatience, mais avec beaucoup de curiosité, le contenu parmi ceux qu'a cité Mustapha, et également un autre règlement technique qui pourrait concerner les contrôles relatifs à l'identification non seulement des clients, mais également des bénéficiaires effectifs. Les points d'attention pour Luxembourg, je disais, Mustapha l'a abordé avec la supervision centralisée à venir de l'AMLA, qui pourrait impacter
un certain nombre d'entités luxembourgeoises, filiales de grands groupes qui ont une activité transfrontalière. Les autorités nationales, que ce soit CSSF, CRF ou CA, devront coopérer étroitement avec l'AMLA. Et la question qui se pose, qui seront les heureux élus pour être sous supervision directe de l'AMLA. Si on parcourt rapidement, et le temps nous est compté, ce règlement, ce que l'on constate va être un renforcement du profilage des clients. Les institutions financières vont devoir intégrer davantage de critères de risque, tels que la structure patrimoniale, la source des fonds et les flux transfrontaliers. Donc, probablement rien de nouveau, ou en tous les cas, quelques petites nouveautés pour la place luxembourgeoise. Une due diligence renforcée pour les clients à haut patrimoine, les trusts, les family office, les structures offshore. Des mesures de vigilance renforcées justement à ce sujet pour toute personne physique dont le patrimoine total dépasse les 50 millions d'euros ou pour tout montant de transactions supérieures à 5 millions d'euros, donc qui vont être d'office placés en risque élevé et donc faire l'objet de mesures de vigilance renforcées. Et un autre sujet qui a été abordé est effectivement celui de la revue périodique des clients, même en l'absence de transactions, de changements apparents au niveau du risque du client. Donc, les obligations de vigilance client, d'autres nouveautés ou en tous les cas renforcement de la réglementation, elles concernent les bénéficiaires effectifs, avec l'introduction d'une définition qui est uniforme du bénéficiaire effectif dans toute l'Union européenne. La règle de 25% ne change pas, mais les pays ont la possibilité de revoir cette règle de 25% à partir du moment où elles en font la demande auprès de la Commission européenne, et la possibilité pour les institutions financières de diminuer ce seuil en fonction de leur analyse des risques. Et comme le soulignait Mustapha, les professionnels doivent vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs et non plus identifiés par la collecte d'informations, et ne doivent plus se contenter des déclarations fournies par les clients. Et bon, je sais que sur la place de Luxembourg, c'est déjà une pratique qui est en place. Mais au-delà de la collecte de documents d'identification, cela va impliquer la consultation des registres publics, la collecte de documents justificatifs et la mise à jour régulière des informations sur les bénéficiaires effectifs. Et le règlement impose, bien sûr, bon, ça va comme une évidence, mais en tous les cas, c'est rappelé par le règlement, une vigilance accrue sur les structures dites opaques, comme les holdings ou certains types de trust. Et bien sûr, le règlement rappelle l'identification nécessaire des bénéficiaires effectifs en cas de chaîne de contrôle complexe, avec l'objectif de remonter jusqu'à la personne physique finale. Mais bon, voilà, c'est la vocation de l'identification des bénéficiaires effectifs finaux. Et puis, j'ajouterai dans ce qui est attendu au travers de ce règlement, cela concerne la gouvernance, les politiques, les procédures, avec un renforcement de la gestion des risques, l'obligation de mettre en place une cartographie des risques actualisée et documentée. Mais c'est un sujet que l'on connaît à Luxembourg, avec une obligation d'évaluation globale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au minimum annuel pour les institutions financières. Par rapport aux règles dont je vous parlais précédemment, sur ces seuils de montant, ces seuils de patrimoine, eh bien, ça va imposer une mise à jour des procédures, une mise à jour des contrôles. Le règlement impose la mise en place d'un comité de LBCFT ou d'un référent LBCFT désigné avec au sein des groupes, ce qui est souvent le cas à Luxembourg, des exigences de coordination intragroupe. Mais ce sont des obligations que l'on peut retrouver d'ores et déjà dans des circulaires, qu'elles soient bancaires ou au niveau
au niveau de l'assurance. Et donc, dans ces règles, on va trouver également la nomination d'un responsable de la conformité à un niveau opérationnel et un autre au niveau de la direction, avec pour responsabilité de veiller à l'application des politiques et des procédures, de leur conformité avec la réglementation, d'être le point de contact avec les autorités et un rôle de signalement des transactions suspectes auprès de la cellule de renseignement financière. Et pour finir, un sujet, Mustapha m'a tendu la perche, c'est celui des mises en œuvre de revues et de remédiation KYC, sujet que l'on connaît bien à Luxembourg. Ces dernières années, les professionnels luxembourgeois ont lancé d'importants plans de revues et de remédiation KYC afin de renforcer la conformité, la revue et la mise à jour des portefeuilles clients, la revue et la mise à jour documentaire. Ces efforts continuent de mobiliser des ressources humaines, technologiques et financières importantes, avec la nécessité à un moment donné d'automatiser un certain nombre de contrôles. Ces revues KYC, ces remédiations KYC sont un point d'attention des autorités de supervision, notamment en cas de contrôle sur place, et c'est également un point d'attention de la part des auditeurs, qu'ils soient internes ou externes. Et deux types de revues sont à distinguer. C'est la revue sur la totalité des clients, exercice qui a été fait par la plupart des institutions financières luxembourgeoises, donc sur le portefeuille existant, et la mise en place de revues périodiques, telles que prévues par la réglementation. Donc, une revue qui est annuelle pour les clients à risque élevé et au plus tard dans un délai de 5 ans pour les autres clients. Alors, qu'est-ce que l'on observe sur la place assez fréquemment? Ce sont 3 cycles de revues. Risque élevé, bien sûr, revue annuelle. Risque moyen, c'est une revue tous les 3 ans. Et risque faible, c'est une revue tous les 5 ans, là où la loi luxembourgeoise prévoyait une revue au plus tard dans les 7 ans. Donc voilà, on diminue les fréquences de revues. Et qu'est-ce que vont impliquer ces revues pour les acteurs luxembourgeois et tous les acteurs à l'échelle de l'Union européenne? C'est une actualisation des informations dont nous disposons sur nos clients, un contrôle régulier que la documentation est à jour et conforme, et elle couvre non seulement le client, mais les bénéficiaires effectifs, et d'avoir des actions à destination des clients pour mettre à jour des informations et de la documentation, et pour les institutions financières, de définir les moments déclencheurs d'une revue KYC, pas uniquement chaque année, chaque 3 ans ou chaque 5 ans, mais en cas de changement dans les informations ou des risques liés aux clients, des documents qui sont manquants ou qui ne sont plus valides, la détection d'incohérences entre les informations et les documents transmis, un comportement inhabituel ou un schéma de transaction suspect, ou alors des transactions qui présentent un risque élevé. Voilà, quelques impacts, mais qui seront à préciser surtout, et je pense que c'est vraiment le point essentiel, c'est l'arrivée des règlements techniques qui seront contraignants et qui, après les discussions achevées, bien, ne seront plus discutables et devront être appliqués à la lettre par les institutions financières. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces précisions sur la manière dont tout ceci va s'intégrer progressivement, sachant que le Luxembourg, comme tu l'as évoqué, a déjà fait des progrès significatifs depuis quelques années, justement sur le renforcement de la qualité des dossiers, des suivis, etc., pour justement faire partie des meilleurs élèves au niveau européen, compte tenu de sa position internationale. Alors, vous avez remarqué les uns et les autres que, comme tout expert LCBFT, vous êtes peut-être certains d'entre vous, dans le cadre de ce web, il faut être très agile. Vous voyez, il faut à la fois suivre le chat où il y a un certain nombre de réponses,
et d'éléments clés, puis en même temps écouter ceux qui parlent. Et donc, on espère que vous arrivez très bien à jongler entre les deux. On essaye d'optimiser dans l'heure pour vous donner le plus d'informations possible, puisque vous aurez accès au replay, donc vous pourrez bien évidemment relire ça très tranquillement. Donc, tout ce qui est écrit est tracé et est intéressant. Et du coup, voilà, on essaye de jongler un petit peu à la fois avec la voix et à la fois avec l'écrit. Merci notamment à Moustapha qui apporte des inputs et des réponses en live. Alors après, on a pas mal parlé quand même du blanchiment. Fabrice a aussi évoqué le financement du terrorisme. Il y a la grande thématique quand même qui nous occupe pas mal depuis février 2022. C'est notamment, et pas que, mais en tout cas, il y a eu un petit renforcement à ce moment-là, toute la logique des sanctions internationales, embargo et gel des avoirs. Alors, j'aimerais entendre un petit peu Georges sur ces enjeux de sanctions internationales, embargo, gel des avoirs. Quels sont vraiment les points d'attention aujourd'hui par rapport à ce qui a pu évoluer ces dernières années, par rapport au renforcement du nombre de sanctions, notamment les personnes qui sont gelées, ben, on en a beaucoup plus qu'autrefois, quelque part. Georges, quels sont vos retours d'expérience en termes déjà de contexte et puis de bonnes pratiques. Et puis, on pourra voir un cas pratique que vous nous avez préparé qui sera intéressant par rapport à ce sujet. Oui, tout à fait, merci. Donc, pour ce qui est des sanctions internationales, effectivement, on sait qu'avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, on a eu une succession sans précédent de paquets de sanctions de tous les côté américain, européen, britannique. Et puis, il y a d'autres juridictions comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Japon, par exemple, qui ont aussi imposé leurs sanctions nationales contre la Russie. Pour ce qui concerne le Luxembourg, je regardais en me préparant pour ce webinaire quel était le montant total des actifs gelés depuis 2022. Effectivement, en date de juin 2022, donc quelques mois après le début de la guerre et l'imposition des premières sanctions, il avait plus de 4 milliards d'euros gelés dans le pays, ce qui, effectivement, n'est pas comparable du tout au montant des actifs gelés, par exemple en Belgique, qui se chiffre à plus de 180 milliards d'euros, ou dans d'autres pays comme les États-Unis, il a une trentaine de milliards de dollars. Mais quand même, ça fait au total un montant assez important. En plus, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de sanctions très, très différentes qui ont été imposées, des sanctions de blocage qui sont les plus simples à mettre en œuvre parce qu'elles ne concernent que des entités et des personnes spécifiques auxquelles on applique les mesures les plus strictes. Puis il y a aussi des sanctions beaucoup plus floues dans leur application pratique qui concernent par exemple des secteurs d'activité, des transactions spécifiques. Et là, par exemple, le plafonnement du prix du pétrole qui a tous ces enjeux, tous ces problèmes spécifiques à lui. Mais en règle générale, je pense que pour le Luxembourg, en tout cas, la difficulté, c'est peut-être le fait que Luxembourg accueille beaucoup de sociétés de holding qui détiennent des parts dans des sociétés étrangères, y compris celles qui sont en relation avec la Russie et d'autres pays. Et effectivement, mon étude de cas, en fait, va beaucoup porter sur ces dimensions, détention en direct d'actifs. Après, je suis regardé par rapport aux sociétés sanctionnées au Luxembourg même, et j'ai constaté que, contrairement à d'autres pays, Luxembourg n'avait pas beaucoup de sociétés directement sanctionnées. Par exemple, côté américain, côté OFAC, il n'avait que, je crois, 6 ou 7 sociétés sanctionnées, dont la plupart étaient en fait des filiales de groupes russes bien connus comme Sberbank ou Gazprombank. Mais la société que j'ai choisie au Luxembourg pour mon étude de cas, je pense qu'on pourrait y passer peut-être, parce qu'elle va prendre quand même beaucoup de temps tout expliquer. Cette société luxembourgeoise, donc elle est juste au milieu, elle s'appelle Altair Holding SA. Elle a été sanctionnée au mois d'août 2025 par le Royaume-Uni, par l'OFSI. Cette société, en fait, détient depuis fin 2024 des parts majoritaires, donc 75%, dans une banque kirghize
qui s'appelle Keremet Bank, qui est à droite, dans un carré rouge, qui est une banque sanctionnée par 3 juridictions, Royaume-Uni, États-Unis et Canada. Donc cette banque, déjà, elle-même a un profil très intéressant parce qu'elle a été déjà l'objet de plusieurs enquêtes au Kyrgyzstan pour le blanchiment de capitaux. Cette banque a été par exemple utilisée par le fils de l'ancien président du Kyrgyzstan, Maxime Bakiev, c'était le nom du fils, pour blanchir des fonds, pour les sortir du pays. Après la révolution de 2010 au Kyrgyzstan, quand sa famille, la famille Bakiev, a été chassée du pays, cette banque a été nationalisée, puis a été revendue à des intérêts russes qui ont commencé en fait à blanchir de l'argent à nouveau. Et quelques années plus tard, la banque a été renationalisée, rebaptisée encore une fois. Et enfin, l'année dernière, elle a été vendue à une société étrangère, qui est en l'occurrence la société Altaïr du Luxembourg, pour 10 millions de dollars. Keremet Bank, en fait, a été sanctionnée par tous ces pays pour une raison très simple. Cette banque a participé à un schéma d'évasion de sanctions occidentales contre la Russie, notamment en lien avec une autre banque bien connue, une banque russe qui s'appelle Pромsvestbank. Et vous voyez, donc c'est un autre carré rouge tout à droite. Vous voyez que cette banque a été sanctionnée par encore plus de pays. Donc, en plus des Américains, des Britanniques et des Canadiens, là aussi des sanctions imposées par Singapour, la Suisse, l'Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Sont des sanctions de blocage les plus strictes possibles. Et donc, Keremet Bank, en fait, ce qu'il a fait, il a ouvert des comptes auprès de Pромsvestbank en rouble et il a permis aux sociétés russes de commercer avec le monde extérieur via le Kyrgyzstan. Pas qu'un rouble ou un dollar ou un euro, mais aussi un crypto-monnaie. Et ces opérations ont été effectivement utilisées pour à la fois importer des biens de l'usage depuis l'étranger vers la Russie, pour faire transiter des fonds via le Kyrgyzstan à la sortie de la Russie, donc des fonds forcément sales, appartenant à différents groupes criminels et des officiels corrompus. Donc, la société Altaïr, pourquoi elle est intéressante? Donc, elle a été créée en fait en 2014, donc elle est de création assez lointaine, donc elle se positionne comme société d'investissement. Elle a d'ailleurs fait des investissements assez anodins qui ne sont pas du tout liés à la Russie, mais elle a été en fait associée à plusieurs personnalités assez sulfureuses, comme par exemple, tout en bas, vous avez l'ancien propriétaire de la société qui s'appelle Georges Rossi. En fait, c'est un Ukrainien d'origine qui a un nom tout à fait différent, qui s'appelle, c'est un monsieur Maxakov, qui a changé de nom. Il a été sanctionné par les Américains fin 2024 pour sa participation à des schémas transfrontaliers de blanchiment de capitaux. Il a notamment été impliqué dans une opération de déstabilisation, ce qu'on appelle Operation Destabilize, qui a été effectivement identifié et démantelé par le National Crime Agency du Royaume-Uni, qui a saisi plus de 25 millions de dollars et arrêté plus de 80 personnes. Donc, ce monsieur, effectivement, a permis aux différents groupes criminels, notamment d'origine russe, de blanchir de l'argent en utilisant des crypto-monnaies, des sociétés écrans dans différents pays. Il a été sanctionné par les Américains et ses complices ont été arrêtés dans plusieurs pays à la demande des Britanniques. Cet ancien propriétaire qui a quitté l'entreprise en 2022. Depuis lors, c'est notre monsieur qui a repris, qui est tout en haut, monsieur Eric Martinovskis, qui est aussi un ancien propriétaire aujourd'hui, puisque là, c'est cédé par un Britannique qui n'est pas sur ce schéma, qui est un homme de 70 ans, qui n'a rien d'intéressant sur lui, sauf qu'il est lié à beaucoup de sociétés où les directeurs officiellement, où il ne détient pas de part. Il est juste un prête-nom pour offusquer les vrais propriétaires. Donc, monsieur Eric Martinovski, c'est un letton d'origine russe qui est un russophone et qui, d'après mes recherches, a été ou est toujours directeur dans plus de 140 sociétés basées au Luxembourg, au Panama et en France aussi, notamment des biens immobiliers qui sont détenus par des sociétés civiles immobilières qui sont dirigées par ce monsieur. Différentes sociétés dans cette galaxie ont été liées à différents
à différentes étapes à des oligarques russes. Par exemple, M. Martinovski, ça a été directeur de société qui était une filiale d'un groupe russe actif en pharmaceutique, appartenant à l'oligarque Viktor Kharitonin, qui est très proche du pouvoir, qui a apporté beaucoup de contrats publics, notamment pour la fourniture de vaccins contre le Covid, et qui aussi fournit l'armée russe en médicaments. Mais le vrai donc vilain de ce schéma, c'est pas M. Martinovski, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui est juste à gauche d'Altaïr, qui s'appelle Ilan Shor, qui est considéré comme effectivement le bénéficiaire principal du schéma opéré par Kermet Bank, et donc qui devrait être dans les faits le bénéficiaire effectif d'Altaïr comme société détentrice de la banque kirghize. Donc, M. Milan Shor, c'est un oligarque moldave qui a été condamné en 2023 à 15 ans de prison en Moldavie pour son implication dans une affaire de blanchiment de capitaux datant de 2014, qui a permis à Shor et à ses complices de sortir $1 milliard du pays, qui correspondait à l'époque à plus d'un quart de son PIB. Monsieur Shor est depuis devenu un citoyen russe, et il a été chargé par le Kremlin de créer un schéma d'évasion des sanctions occidentales pour notamment importer des biens double usage aussi, comme des biens de consommation. Il a créé cette société, pas créé Altaïr, mais elle a plutôt pris possession d'Altaïr pour effectivement acheter Kermet Bank au Kyrgyzstan, et pour un lien avec Promiscuous Bank, faire transiter des fonds entre la Russie et le monde extérieur en violant toute sanction possible. Donc, M. Shor est aujourd'hui sanctionné par les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Européens et les Suisses. Et je pense que vous avez pu peut-être lire dans la presse pendant les dernières semaines des articles relatifs à la société Asset. C'est une société qui a été créée par M. Shor et qui est aujourd'hui à la tête d'un schéma encore plus grand d'évasion de sanctions utilisant les crypto-monnaies. En fait, elle utilise sa propre stablecoin qui s'appelle Asset A5, qui a été émise d'ailleurs par une société kirghize, sans lien avec Kermet directement, mais qui est toujours dans ce même schéma très compliqué de sociétés liées, affiliées les unes aux autres. Donc, ce stablecoin est utilisé pour payer des importations de biens en Russie. Effectivement, il passe à côté de tous les canaux officiels de transactions bancaires, donc il n'est pas forcément visible aux banques classiques. Et malgré toutes les sanctions possibles, donc déjà Asset est sanctionné dans plusieurs pays aujourd'hui. Ce schéma continue de fonctionner sans beaucoup de problèmes, parce que Asset continue d'ouvrir des filiales à travers le monde. Ils ont une présence aux Émirats arabes unis, une présence au Hong Kong. Ils envisagent des opérations encore plus importantes dans d'autres pays du monde. Donc voilà, je pense que c'est un cas qui démontre comment une société luxembourgeoise, qui n'a pas vraiment d'activité propre, qui est juste société de holding, peut être détournée à des fins criminelles, notamment à des fins d'évasion de sanctions. Je pense que la difficulté pour le Luxembourg, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de sociétés de ce type qui détiennent des actifs dans des pays à risque, dont l'activité n'est pas forcément très visible. Et cela crée effectivement des risques d'implication même involontaire en direct dans des opérations transfrontalières qui pourraient servir les intérêts des gens comme Ilan Shor et d'autres personnes affiliées à ce monsieur. Et Shor travaille directement pour les autorités russes, en fait. Donc, ça profite directement à la Russie, au gouvernement de la Russie. Merci beaucoup, Georges, pour cette illustration voilà, qui ne rassure pas vraiment, mais voilà. Mais du coup, ça m'amène deux questions. Alors, la première, c'est du coup, quelles sont des recommandations quelque part sur les points d'attention sur nos dispositifs actuels, notamment au Luxembourg, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de holdings, etc. Est-ce qu'il y a des points d'attention spécifiques? Et notamment, il y a eu une question tout à l'heure sur les outils. Est-ce qu'il y a des
des outils qui peuvent nous aider aujourd'hui pour aller le plus loin possible, quelque part, des chaînes de détention. Et ce qui m'amène ma deuxième question, mais ce qui sera plus pour Mustapha, qui donc rédige un bouquin dans le chat pendant que tu parles, qui évoque le seuil de 50%. Et je voudrais après que Mustapha reprécise ce seuil de 50%, donc qui est différent du seuil des 25% dont nous avons pu parler pour les bénéficiaires effectifs, puisqu'on n'est pas tout à fait dans la même logique. Alors, est-ce que Georges, je peux te laisser déjà répondre à la première question? Oui, je vais rebondir sur les propos de Fabrice, qui a déjà parlé des bénéficiaires effectifs. Je pense que ça va aussi empiéter un petit peu sur ce que va dire Mustapha. Je pense que dans ce schéma, l'important, dans des schémas pareils, l'important, c'est de savoir qui est derrière la société, qui est votre client ou qui est votre client potentiel. Et on ramène ici, tout de suite dans le débat, la question des 50% et du contrôle informel qui peut être exercé par des personnes sanctionnées ou des sociétés sanctionnées sur des sociétés luxembourgeoises au travers de différents prête-noms, comme c'est le cas d'Eric Martinovskis ou de l'actuel d'ailleurs directeur de la société qui s'appelle Brian Hodge, qui est un Britannique à la retraite, qui a le même profil de quelqu'un qui a beaucoup de contrats de direction dans beaucoup de sociétés, mais qui n'a aucun rôle concret à jouer. Je pense qu'il faut effectivement percer le voile et essayer d'aller le plus loin possible dans la compréhension du contrôle effectif de la société, se poser des questions. Malheureusement, il n'y a pas de solution technologique qui pourrait y répondre. Donc, on peut effectivement identifier qui est derrière la société de manière officielle, mais on ne va pas savoir exactement qui est M. Martinovskis, parce que c'est quelqu'un qui a un profil médiatique très bas ou presque inexistant. Je pense qu'il faut effectivement se poser des questions très simples, très rationnelles. C'est, par exemple, pourquoi ce monsieur a des intérêts dans 140 sociétés? Quel est son lien avec Altaïr? Donc, pourquoi il a déjà acheté une banque au Kyrgyzstan? Où il a pris de l'argent? Quelle est sa source de fonds pour cette acquisition? Est-ce qu'il a un patrimoine suffisant pour se permettre toutes ces acquisitions autres que celles de Kermit Bank? Où il travaille, pour qui il travaille. Donc voilà, est-ce qu'il a des liens avec des juridictions sanctionnées comme la Russie? Et c'est effectivement quelqu'un qui est russophone, qui a même été pris en photo dans des soirées gala à Moscou. Et donc il y a une photo qui existe de lui, la seule. Donc je pense qu'il faut se poser des questions très simples. Et dès qu'il y a le moindre doute, effectivement, demander plus d'informations à la société. Et s'il ne coopère pas, ce qui serait forcément le cas de sociétés de ce type, il faut se poser des questions pourquoi elle ne coopère pas et est-ce que je suis en face d'un risque que je ne pourrais pas peut-être supporter. Alors, j'ai juste une petite question complémentaire. C'est juste que tout ça, c'est super, super intéressant. Il faut aller regarder, on peut regarder les photos, creuser. Sauf qu'on est dans un contexte où les alertes, il y en a de plus en plus. Parce que forcément, il y a de plus en plus de gens sur les listes, quelque part. Comment on arrive à optimiser néanmoins ce travail? Parce que c'est ce qui peut rendre un peu parano, quelque part, en disant, mais s'il faut, enfin, jusqu'où il faut que j'aille, si j'ai 100 alertes à traiter, comment je fais pour pouvoir les traiter? Est-ce qu'il y aurait un ou deux conseils? Je laisse répondre Mustapha, peut-être, parce qu'il a une perspective bancaire qui est très claire et voilà, focalisée sur cet aspect-là. Mais je pense que je dois dire que pour les listes, la gestion des listes, mon avis, c'est que effectivement, ce n'est pas très compliqué quand il y a des correspondances directes. Donc, dès qu'il y a une correspondance avec n'importe quel outil, on peut la constater, on gèle des actifs. Ce qui est le plus difficile, c'est le cas effectivement d'Altaïr. Sanctionner quelqu'un qui n'est pas sur des listes de sanctions, mais qu'il y a des personnes qui sont sanctionnées. Effectivement, c'est de prouver le lien, c'est de le constater, c'est de documenter le lien. Ça devient difficile, surtout quand on est en présence d'un faisceau d'indices qui ne sont pas forcément tous convaincants. On peut avoir des doutes, on peut avoir des pressions côté business aussi. Donc, on n'arrive pas forcément à arguer de manière convaincante et directe. Donc, c'est ça qui pose le souci, je pense, c'est ces zones d'ombre qui sont les plus difficiles à comprendre. Merci. Du coup, Mustapha, je te laisse compléter ces propos, notamment sur le fameux 50%. Ouais. Je rejoins totalement ce que Georges a dit. Je pense qu'ici, on n'est pas tant sur un sujet de traitement des alertes parce que les sociétés en question
elles ne sont pas listées, elles n'apparaissent pas dans des listes de sanctions et l'objectif des parties prenantes à ces sociétés-là, c'est justement de passer en dessous des radars. Pourquoi? Là, je vais revenir justement sur cette histoire des 50% et de la notion de contrôle. Au moins pour le volet européen, c'est différent pour le volet OFAC. Restons sur la partie purement Union européenne. Il faut savoir que vous pouvez avoir parfois des sociétés, et c'est comme ça qu'on joue pour contourner, entre guillemets, qui ne sont pas sanctionnées nommément, nominativement, par contre qui seraient détenues ou contrôlées par des personnes qui sont sanctionnées. La réglementation nous dit quoi? Nous dit que si on a connaissance d'une personne morale non sanctionnée, mais qui serait détenue à plus de 50% par une personne morale ou physique qui serait sanctionnée, on doit appliquer, contaminer la personne morale et la rendre sanctionnée aussi. Et derrière, il y a aussi cette notion de contrôle. Donc, si on a une personne morale qui n'est pas détenue à plus de 50% morale sanctionnée, mais qui serait contrôlée, donc en tant que représentant légal, une personne qui a un droit de vote, etc., par une personne qui serait sanctionnée, on doit aussi appliquer les mesures de sanction à cette personne morale qui n'est pas sanctionnée. Donc quand on a dit ça, quand on a expliqué cette notion de contrôle majoritaire, donc à plus de 50%, et cette notion de détention, pardon, à plus de 50%, et cette notion de contrôle, on voit à peu près où se situe aussi la possibilité de contourner. Donc les individus qui veulent contourner vont faire en sorte de détenir moins de 50% ou de ne pas apparaître officiellement dans les registres en tant que représentants légaux ou en tant que contrôleurs. Donc ce qu'ils vont faire, c'est magnifiquement présenté dans le cas qu'a présenté Georges, c'est qu'on va utiliser des prête-noms. Ou alors on va diluer au maximum le capital avec des structures en cascade, des structures sur une participation horizontale, j'allais dire, donc 10% par une société, 10% par une autre société, 10% par une autre société, pour éviter de remonter jusqu'à une personne qui pourrait détenir in fine plus de 50% du capital de la société. C'est là où, ça je le dis assez souvent, c'est là où les enjeux de sanctions, les enjeux de gel des avoirs rejoignent intimement les enjeux de KYC et les enjeux LCBFT. Dans la réglementation, c'est distinct. On a un pan sur la LCBFT, on a un pan sur le gel des avoirs. Mais en fait, si vous voulez être efficace dans un exemple comme celui qu'a présenté Georges, on ne peut pas détecter ce type de choses si on n'a pas un dispositif LCBFT, donc un dispositif KYC, qui soit efficace. Est-ce que ça fait sens d'avoir en red flag une personne, représentant légal, qui est à la tête de 140 sociétés qui n'ont absolument aucun lien les unes avec les autres? Est-ce qu'il est normal d'avoir une structure de détention capitalistique et de contrôle aussi complexe qui met en exergue différents pays qui sont considérés comme étant entre guillemets risqués, pas forcément officiellement dans les listes officielles, mais peut-être officieusement dans des listes qui seraient un petit peu plus officieuses. Donc on rentre vraiment dans une logique de KYC. C'est de la compréhension. Est-ce qu'il est logique d'avoir cette structure de détention, de contrôle, ces activités aussi au niveau des comptes, ou est-ce qu'on suppute qu'il y a quelque chose qui ne va pas en matière de contournement? Et n'oublions pas que le contournement de sanctions, ça rentre aussi dans le périmètre déclaratif de la LCBFT. Donc, quand on suspecte un contournement d'une mesure de gel des avoirs ou de même, ça vaut aussi pour les sanctions commerciales, on doit déclarer ces opérations à la CRF. Donc, ça rentre dans le périmètre déclaratif. Est-ce que j'ai été plutôt clair ou pas? Alors, je ne sais pas si Béatrice, ta caméra bug ou si tu es tellement impressionné par ce que je viens de dire que ton nez bouge bée. C'est peut-être les deux. D'accord. Très bien, je vois que l'heure tourne et que nous avons atteint l'horaire de fin. Maintenant, c'est passionnant, donc je vois qu'il y a de quoi s'enflammer sur certaines notions. Qu'est-ce que… Alors, Béatrice est toujours figée. Donc, est-ce que vous voulez préciser certains points? Est-ce que ce que vous aviez prévu à l'ordre du jour a été abordé? Alors, je pense qu'il y a encore un volet pour Fabrice sur le risque FT. Je pense qu'il mérite quand même quelques Non, c'est minutes pas à ça. passer dessus. Je pense que c'est la slide d'avant. La Celle qui slide est juste d'avant. avant le schéma, voilà celle-ci. Je pense Les que constats de la c'est CRF? celle qui est Non. juste au-dessus, donc le financement du terreau avec l'évaluation verticale des risques au Luxembourg. Je pense que c'est un point important que tu avais déjà relevé d'ailleurs dans les D'accord. enseignements du GAFIC et Je les RIB. précise juste parce que certaines personnes seront peut-être contraintes de quitter le live. De toute manière, la séance est enregistrée et le replay sera disponible. Vous recevrez de toute manière un email pour le replay à partir de demain. Et il y aura également donc une communication sur LinkedIn. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes tenu de quitter la séance. Alors, sur le financement du terrorisme, bon, nous avons déjà évoqué les constats faits par le GAFI lors de l'évaluation de 2023.
peut-être redonner un peu de contexte et s'appuyer aussi sur le rapport du GAFI de 2025 qui lui est plus global, mais qui souligne que de nombreuses juridictions présentent des lacunes dans la compréhension globale des menaces liées au financement du terrorisme. Ce rapport indique également que les méthodes de financement du terrorisme évoluent rapidement, elles utilisent les nouvelles technologies et les failles du système financier. Et in fine, on peut retrouver certains de ces éléments au travers de l'évaluation nationale des risques de financement du terrorisme pour Luxembourg. La dernière remonte à 2022. La prochaine est en cours de préparation. Normalement, devrait être publiée cette année ou en début d'année prochaine. En tous les cas, la dernière base est celle de 2022 qui relevait que la principale menace était liée aux acteurs isolés et aux petites cellules, avec l'utilisation des produits financiers par les institutions financières basées au Luxembourg pour potentiellement collecter, acheminer et dépenser des petites sommes d'argent à des fins de financement du terrorisme et donc concerner surtout des services financiers de base qui pouvaient être offerts à des clients locaux ou résidents en Union européenne par des banques de détail et d'affaires. Le rapport soulignait que le Luxembourg est exposé à ce type de risque en raison du nombre important d'entités fournissant des services financiers différents. La place de Luxembourg n'est pas uniquement composée de banques et de compagnies d'assurance, mais d'une multitude de prestataires de services de banque en ligne, de crypto-monnaies, et j'en passe. Et en revanche, ce rapport soulignait que le seuil financier requis pour entamer une relation d'affaires et des liens étroits avec les clients rendait la banque privée peu attrayante pour des acteurs ayant de faibles besoins financiers. Et finalement, si on regarde les chiffres du nombre de déclarations auprès de la cellule de renseignement financier liées à des soupçons de financement du terrorisme, le Luxembourg enregistre un taux relativement bas de déclarations de soupçons liés au financement du terrorisme, malgré son rôle de centre financier international, ce qui pourrait suggérer une sous-détection potentielle des activités suspectes, soit par un manque de sensibilisation, soit par une mauvaise compréhension des typologies de financement du terrorisme. En 2022, ce sont les derniers chiffres, nous avions 220 déclarations, donc la source, c'est le rapport annuel de la cellule de renseignement financier. Nous avions 220 déclarations et 2023, 223 déclarations. J'en parlerai un peu plus tard, enfin incessamment sous peu, dans le cadre du rapport annuel de la cellule de renseignement financier. Mais il faut mettre en comparaison ces 223 déclarations en 2023 par rapport à un total de 35 000 déclarations. Donc, le nombre de déclarations est relativement faible et c'est un des points qui avait été relevé par le GAFI. Très bien. Et du coup, in fine, ce taux relativement bas te semble devoir être corrigé quelque part ou représente une réalité en fait? Ça, c'est toute la question. C'est la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que le nombre de déclarations, le faible nombre de déclarations veut dire qu'on a un faible risque ou veut dire que le niveau de détection n'est pas suffisamment adapté par rapport à un risque réel. Là, j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que les acteurs du secteur des assurances notamment travaillent actuellement de concert pour améliorer la définition d'indicateurs permettant de détecter des opérations suspectes. Par exemple, si on met en exergue le nombre de demandes de coopération provenant de juridictions étrangères, donc je vous disais 220 déclarations provenant de Luxembourg et d'un autre côté, on a 435 demandes de coopération qui viennent de l'étranger. Donc on a
on a un écart, on a un différentiel qui pourrait être interprété comme les juridictions étrangères ont identifié des comptes ou des contrats suspects qui n'auraient pas été identifiés par les institutions à Luxembourg. Voilà, ça pourrait être une interprétation. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Alors, je vais terminer peut-être par la dernière question. On a une question sur les UBO dans le chat, mais je laisserai Mustapha y répondre dans le chat. On l'avait une des premières questions qu'on a eues au début, et du coup, je laisse les uns ou les autres répondre. C'est de savoir si en fait les outils dont on dispose aujourd'hui, pas mal d'outils, que ce soit en matière sanctions internationales, en matière LCB pure, etc. Est-ce qu'ils sont adaptés, in fine, à cette approche par les risques telle qu'elle est demandée et telle qu'elle sera demandée par la réglementation? Est-ce que nos outils à aujourd'hui vous semblent adaptés? Alors, je vous laisse donner un peu d'opinion, peut-être l'un ou l'autre, par rapport à cette question. Et ça sera notre dernière question et ça sera le mot de la fin, Isabelle, pour clôturer cette session. Est-ce que vous avez une opinion, un point de vue à apporter sur… D'expérience aussi, d'expérience sur des revues ou des remédiations KYC sur une volumétrie importante. Les outils ne sont pas nécessairement suffisamment adaptés pour traiter des volumes importants de revues et de mise à jour. On en parlait tout à l'heure, le traitement des alertes sur liste de sanctions. Et si on doit appliquer une approche basée sur les risques, eh bien, les experts devraient intervenir non pas sur des volumes importants, mais sur des volumes très ciblés, que ce soit en revue KYC ou en traitement des sanctions. Donc, on parle beaucoup de traitement via l'intelligence artificielle, avec les contraintes et les limites que cela peut impliquer, et l'automatisation de certains contrôles, et que les contrôles automatisés se concentrent sur les risques les plus faibles et permettent aux ressources, qu'elles soient compliance ou de contrôle interne, d'être plutôt focalisées sur les risques les plus élevés. Donc, il y a effectivement un sujet aujourd'hui sur les outils qu'on utilise, sur leur efficacité et sur une approche basée sur les risques qui utilise des outils et de l'intelligence artificielle sur les volumes importants et les risques les plus faibles. Merci beaucoup, Fabrice. Est-ce que Georges ou Mustapha, vous souhaitez aborder un élément complémentaire avant qu'on clôture cette… Non, je suis totalement aligné, moi, avec ce que dit Fabrice. Il n'y a pas d'outil miracle aujourd'hui qui existe. Il y en a qui sont bons, surtout quand ils sont reliés à des registres officiels, quand il s'agit d'identifier des bénéficiaires effectifs, bien qu'on ne puisse pas se reposer que sur ces outils. La réglementation ne nous permet pas de nous reposer uniquement sur des outils pour répondre aux exigences auxquelles nous sommes assujettis. Mais il y a du bon. Il y a des outils de screening qui sont bons parce qu'ils réussissent à compiler des listes officielles. Vous avez des outils qui existent comme Orbis, que je connais bien, sur la partie identification des bénéficiaires effectifs. Ensuite, derrière, comme le dit justement Fabrice, il y aura toujours le regard de l'expert, le regard du collaborateur interne qui va uniquement s'aider de ces outils-là, mais ne pourront pas remplacer l'expertise des collaborateurs. Et ça reste de l'externalisation. Quand on utilise ce type d'outils, on demeure ultimement responsable de la qualité qui est fournie par ces outils-là. Donc, on ne peut pas se reposer uniquement sur ces derniers-là. Du coup, ce qui fait qu'en écoutant les uns les autres, je me dis effectivement, pour recruter après dans ces filières, il nous faut à la fois des outils, bien sûr, qu'on puisse automatiser certaines fonctions, mais il nous faut surtout des experts comme vous trois, voilà, parce que les sujets sont de plus en plus pointus et du coup, et de plus en plus challengeants, puisque les techniques sont de plus en plus sophistiquées, comme vous l'avez également indiqué. Un grand merci à vous trois, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés, et je laisse Isabelle donner la parole de la fin.
Isabelle, tu es en mute. Isabelle, le mot de la fin. Mute, Isabelle. Isabelle, tu es en mute, je pense. Pardon. Voilà. Je disais donc merci à tous. Vous, experts, vous avez pu donner un éclairage de professionnels justement sur certains points. Et je vois que le chat a été quand même assez interactif. Il y avait des questions. Mustapha a été également très prompt à la réponse. Merci à tous. Merci également aux personnes qui sont encore présentes. Juste pour votre information, je ne sais pas si ça vous intéresse directement, mais sachez qu'il y a un live également consacré au Luxembourg dans un mois à peu près, le jeudi 13 novembre. Mais cette fois-ci, il concernera davantage la cybersécurité et notamment DORA au Luxembourg. Donc, si c'est également, on va dire, une thématique qui est dans votre périmètre ou qui peut intéresser des personnes autour de vous, eh bien, écoutez, notez la date le jeudi 13 novembre, même horaire, et de toute manière, il y aura une communication sur le site et sur également LinkedIn. Je vais clore, je vais arrêter l'enregistrement et écoutez, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci, très bonne soirée. Bonsoir.